je faisais ces conférences à un public de personnes qui étaient soit d'origine juive, soit d'origine chrétienne, beaucoup venant dans le sud de la France, ayant éventuellement vécu en Algérie, avec des échanges entre les communautés chrétiennes et les communautés arabes ou juives en Algérie, avant la guerre. Et par conséquent, il fallait toujours partir de la tradition qu'elle connaissait, mais ouvrir aussi sur des regards plus philosophiques ou des regards qui venaient des autres traditions, mais qui disent la même chose. Simplement, c'est dit dans un autre langage avec une autre tradition, donc ça nous semble autre. Mais c'est pas si autre que ça, tout simplement. Ça a eu le mérite, moi, de me faire retourner dans des textes et de les réétudier. Et après, de voir comme d'une manière ou d'une autre, les textes venaient quand même dire très souvent des choses fort analogues. Et que là, on peut dire qu'il y a une sagesse des peuples. Et que cette sagesse des peuples, elle n'est pas contradictoire pour le coup. C'est une synthèse, c'est vrai. Après, c'était chaque année, et c'est depuis 2006, un travail qui souvent se faisait en décembre-janvier à peu près, dans lequel, à travers ce que je pouvais comprendre au moment donné, ce qui se passait aussi dans le monde au même moment venait se connecter avec le thème choisi. Et j'essayais, à moi-même d'abord et éventuellement aux personnes, de poser les questions et de trouver les réponses du moment. Donc chaque fois, c'était quand même quelque chose comme une parole d'un moment précis. Après, et en particulier en refaisant la lecture pour les corrections, je vois bien qu'il y a une synthèse et que je reste, je dirais, fidèle à ma façon de penser depuis le début. Mais qu'en même temps, je la réélabore chaque fois autour de ce qui se passe aujourd'hui. Et c'était particulièrement net, bien sûr, sur la dernière conférence. Et après le 7 octobre, et avec le démarrage des revanches à Gaza, ou bien avec la guerre en Ukraine. Et vu mon âge, j'étais enfant pendant la guerre, et par conséquent, ce sont des choses auxquelles je suis sensible. Et de voir revenir cette sorte de violence qui se justifie par la politique. Et après, comment nous pouvons nous poser et avec quel espoir en face d'un retour actuel des violences, par exemple. Et sur quoi appuyer de l'espoir qui ne soit pas de l'illusion non plus. Comment ne pas tomber dans le scepticisme, par exemple, toutes ces choses-là, qui ont certainement en plus animé les êtres humains depuis la nuit des temps, depuis qu'il y a des êtres humains et depuis qu'il y a des conflits et des guerres. Parce qu'il y a cette sorte de destin auquel Job est confronté qui fait que l'être humain est mortel. Alors quand j'ai écrit la dernière conférence, pourquoi ne pas, ou comment ne pas désespérer, oui, c'était est-ce qu'on peut oser quand même essayer de poser qu'il ne faut pas désespérer. Et que à certains moments, bien, c'est un courage solitaire. C'est là où on va se retrouver dans la problématique du lien avec les autres pour s'étayer dans le courage et du courage solitaire aussi malgré tout. Il y a, je crois, un moment de sa vie où un être humain, quel qu'il soit, est confronté à cette sorte d'exigence d'un courage solitaire. J'ai créé la vie et la mort, tu choisiras la vie pour que tu vives. Mesurer déjà, par exemple,
l'affect qu'il a. Donc j'ai repris Caïn dans une des dernières conférences autour du désespoir devant les passages à l'acte de la violence actuelle. Hein. Avant de répondre par le passage à l'acte à une agression, c'est déjà de mesurer le ressenti personnel et de la blessure et de la déception ou de l'émotion qui est en cause. Si on la passe pas à l'acte à ce moment-là, elle est une sorte d'énergie qui peut trouver la meilleure transformation pour en faire un acte qui convienne à la situation. Et non pas quelque chose qui est renvoyé d'une façon tout à fait directe par rapport à ce fameux champ sensation-émotion, l'arbre du bien et du mal et la réponse, sans élaboration préalable. Pour reprendre peut-être le champ de ces différentes conférences, dans chaque thème qui était abordé, j'avais toujours cette sorte de cadre de pensée dans lequel, comment ça se passe pour le héros qui est mis en valeur. Une première conférence parlait de Job. Comment ça se passe pour Job, qui vit heureux et qui tout d'un coup est aux prises avec le malheur. Et comment justement il réagit d'abord avec sa souffrance, avec ses émotions, avec son désespoir, avec sa colère, jusqu'à finalement poser des questions. Pourquoi ? Comment ? Et pour interroger, dans le livre de Job, Dieu, autour de pourquoi ai-je mérité cela ? Et poser les questions fondamentales de l'être humain dans son histoire qui se place devant l'inconnu du destin, quelque part. Et qu'à ce moment-là, c'est une mise en cause fondamentale de pourquoi vivre s'il faut souffrir, pourquoi vivre s'il faut mourir, quel sens ça a, quel est ce Dieu qui a décidé ça, pourquoi et comment. À ce moment-là, on entre dans des questions qui sont des questions métaphysiques, qui ne sont plus seulement quelque chose de l'appréhension du monde comme il est, de la terre comme elle est, des arbres ou des animaux comme ils sont, mais qui disent « et pourquoi ? Et pourquoi je souffre ? Et pourquoi la souffrance ?» Et les logiques, alors si on prend Job, les logiques rétributives et rationnelles disent « c'est sûrement de ta faute ». Il dit non. C'est pourquoi Job, et je l'ai repris assez souvent, et c'était intéressant que Jung en parle comme il en a parlé, il est bien symbolique de l'être humain qui prend conscience de la fragilité de l'être humain. Un animal ne sait pas qu'il va mourir. Un être humain le découvre. Et un enfant le découvre quand quelqu'un meurt autour de lui. Et quand il souffre. Et donc, à ce moment-là, il se pose des questions fondamentales, qui sont le fameux pourquoi et le fameux comment. Alors oui, à un moment, je formule que la peur de l'autre, c'est la peur de l'inconnu, et c'est aussi la peur de nous-mêmes, c'est-à-dire de l'inconnu de soi-même. En fait, c'est ce qui nous est, c'est cette fameuse inquiétante étrangeté dont pourra parler Freud aussi, c'est ce qui nous est étrange, ou ce pour lequel on n'a pas tout de suite des outils pour communiquer. Et en même temps, si ça contient quelque chose qui a été déjà marqué, éventuellement par l'éducation ou même très spontanément par ce fameux arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a le mécanique que ce qui ne nous est pas connu va nous apparaître d'abord vraisemblablement comme dangereux. Et qu'on lui appliquera à ce moment-là la projection du mal. Dangereux avec le fait que intuitivement l'homme sait bien, l'être humain, pas l'homme, l'être humain sait bien que et il est mortel, quelque chose de lui le sait, et que tout ce qu'il ne connaît pas bien peut conduire à la sensation d'un danger mortel, de quelque chose qui va remettre en cause sa structure présente. Et à partir de là, l'autre est un ennemi en puissance. Et c'est quelque chose qui fonctionne dans les peuples et entre les personnes depuis la nuit des temps, je suppose.
avec le fait que savoir ou pressentir du danger est aussi une chose nécessaire. Parce que si on s'avance inconsidérément auprès de quelqu'un qui est porteur de mauvaises intentions, c'est pas beaucoup plus intelligent. Et par conséquent, il faut bien que soit ajustée aussi cette sorte de capacité de reconnaître que l'autre pourrait être éventuellement quelque chose qui nous met en danger et qu'en même temps on active notre capacité à affronter le danger ou à s'en défendre suivant les cas. Donc on rentre en rapport là avec toute la problématique des mécanismes de défense et de protection qui sont aussi nécessaires. Et par conséquent, c'est une question de nuance et d'évaluation délicate avec quoi on apprend la relation à tout ce qui est le monde extérieur et on apprend en même temps la protection, la défense de notre être qui est à protéger, à faire vivre et à défendre, persévérer dans son être, comme pourrait dire Spinoza, et en même temps d'accepter le monde extérieur en apprenant à réguler avec lui et à être en relation avec lui. Et à ce moment-là, on est dans un travail d'élaboration entre soi, son identité, et il y a des textes qui parlent de l'identité, l'autre, la différenciation et comment on construit l'identité, la différence avec l'autre et qu'en même temps on apprend à relationner avec l'autre. Ça fait partie de la façon dont un enfant construit son identité, à la fois dans sa ressemblance avec son monde familial et dans sa différence pour trouver son identité, en quoi il est différent. Et on peut bien sûr s'appuyer aussi sur la génétique, puisque en génétique, aucun humain n'a le même génome, tout en étant porteur d'un génome qui est construit des mêmes éléments que le voisin, mais tout en étant dans une structure personnelle identique qu'à lui-même. Et donc on est dans quelque chose qui est un espace philosophiquement intéressant entre identité et différenciation. Et avec ça, on construit des sujets. Les textes racontant l'histoire, un conte africain initiatique, les textes, les différents textes de la Bible ou d'autres traditions montrent toujours comment on est entre ce travail de la relation au monde qui est externe et tout ce qui nous est extérieur, et de la relation au monde interne, qui est aussi un monde complexe. Et en quoi il y a identité et différenciation, et que là, il faut tenir les deux pôles, entre l'identité et la différenciation. Et là, on est dans une réflexion qui est une réflexion aussi jungienne autour de l'opposition des contraires, en quoi nous sommes des humains identiques les uns aux autres et différents les uns des autres. Et qu'il faut tenir ça.